cette émission ne serait rien. Voici la bande de ce soir. Calixte Beyala, écrivaine, bonsoir. Bonsoir. Joseph Massescaron de Marianne. Bonsoir. Le rappeur Rost. Bonjour. Et notre chroniqueur stagiaire, on peut l'appeler comme ça, cette semaine, Guillaume Perrault, qui est journaliste politique au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Peut-on accepter que l'on enseigne en langue anglaise dans les universités françaises? La loi qui l'autorise est en cours de vote par le Parlement. Elle sera votée, c'est à peu près certain maintenant. Mais ça n'empêche pas les cris courroucés des défenseurs du français. On marginaliserait notre langue, on baisserait le froc devant les anglo-saxons. Premier sujet de débat, illustré par ce petit zapping d'Internet signé Émilie Livet. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? This is not a method. This is a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Mr. Prime Minister, I wish to ask you a question. La science française a-t-elle encore le droit de s'exprimer dans la langue de Molière, de Victor Hugo, ou doit-elle s'excuser d'exister? Dans cette grande école de commerce française, le cours de finance se fait en anglais. J'améliore mon français depuis que je suis ici, mais je ne suis pas assez fort pour suivre tous les cours en français. Une pratique réservée aujourd'hui aux grandes écoles et que la ministre de l'Enseignement supérieur voudrait bien appliquer dans certains domaines à l'université. Je serais ravie d'accueillir davantage d'étudiants indiens, davantage d'étudiants coréens, pour lesquels l'obstacle est d'abord l'obstacle du langage. Ils veulent faire une carrière dans le commerce, alors il faut parler la langue du commerce. Et c'est l'anglais. Le premier objectif de cet article 2, c'est d'enseigner en langue anglaise dans des spécialités où c'est nécessaire pour la formation de nos étudiants de comprendre la langue de spécialité. Le prix à payer, c'est celui-ci. Une langue qui ne peut plus dire les sciences de demain, c'est une langue qui s'appauvrit, qui s'étiole. Alors je vous présente les protagonistes de ce débat. Bruno Cyr, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agrégé d'économie et vous êtes le président de l'université de Toulouse 1, Capitole. Et face à vous, François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 58 ans, vous êtes énarque, c'est le genre de choses qu'il faut dire. 56 ans. 56 ans, je vous ai vieilli, pardon. Inspecteur des finances, et vous êtes le fondateur d'un petit parti qui s'appelle l'Union populaire républicaine, qui est un parti anti-européen, et qui a lancé une pétition sur cette affaire d'anglais à la fac, qui a tout de même recueilli à ce jour, moi j'avais 10 000 signatures, c'est plus peut-être? On en a plus de 11 000 et ce qui est à signaler, c'était qu'elles viennent de 73 États du monde. Ah, parce qu'elles ne viennent pas que de France. Non, grâce à Internet, nous avons de très nombreuses personnes qui ont signé, y compris d'ailleurs des Américains aux États-Unis, des Anglais au Royaume-Uni, et puis des gens sur les 5 continents. Qu'est-ce qui vous fait vous lancer, et puis adressez-vous à votre partenaire de débat, qu'est-ce qui vous fait vous lancer dans cette bataille, monsieur Asselineau? Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un débat qui est biaisé. On présente ça comme une mesure technique, comme s'il s'agissait de faire venir des étudiants en France en plus grand nombre. Il faut déjà savoir que la France est en gros le 3e ou le 4e État au monde à recevoir le plus grand nombre d'étudiants. On sait par un sondage de Campus France qui avait été fait, c'est pas un sondage, c'est une étude lourde qui avait été faite sur une cohorte de 21 000 étudiants étrangers en France, que en gros, 36% des étudiants viennent parce qu'ils maîtrisent la langue française et 27% parce qu'ils veulent approfondir la langue française. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que la langue française partage... Donc ça fait en gros 2 tiers des étudiants qui viennent pour le français. Oui, parce que figurez-vous que les étudiants qui viennent en France, ils s'attendent à apprendre le français et à parler en français. La langue française est, avec l'anglais, il y a 2 langues au monde qui sont parlées sur les 5 continents, c'est le français. Selon l'agence Bloomberg de New York, il y a quelques semaines, elle a montré que pour faire des affaires, dans le monde des affaires, la langue française est la 3e langue la plus importante au monde après l'anglais et le chinois. Donc nous avons des affaires à des étudiants qui viennent en France pour avoir des enseignements en français et on prétend maintenant les faire en anglais. Bien. On ne sait pas ce que deviendront ces étudiants francophones. Ils préféreront peut-être aller ensuite à Genève ou à Montréal pour apprendre en français. Donc le principe de départ que nous vend le gouvernement, c'est-à-dire il faudrait enseigner en anglais pour faire venir plus d'étudiants, il n'est pas du tout certain que ça ne va pas se retourner dans le sens inverse et qu'on aura moins d'étudiants qui viendront. Vous ne croyez pas à l'attractivité de cours en anglais pour des étudiants qui ne sont qu'anglophones? Non, je ne le crois pas pour une raison simple, c'est que les étudiants qui sont anglophones ou qui veulent apprendre l'anglais, ils vont d'abord aller aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada anglophone. Voilà où ils vont aller, c'est assez logique, figurez-vous. Et puis alors, je voudrais insister sur autre chose. C'est que on présente ça, mais le problème, c'est qu'il y a, fort heureusement,
À l'université, il n'y a pas des cours réservés aux étudiants de nationalité étrangère. C'est pour tous les étudiants. Donc en réalité, ce qui est visé, c'est de faire des cours en langue anglaise sur tous les sujets à des étudiants français. Alors il y a déjà un problème de fond, c'est un problème de droit. C'est l'article 2 de la Constitution de la République, la langue de la République est le français. Donc déjà, il y a un problème de fond, c'est que le gouvernement et la majorité se permettent de prendre des mesures qui sont anticonstitutionnelles. On peut très bien, avec cette loi, avoir demain ou après-demain des cours qui seront à 90% en américain, y compris pour des Français. Alors, je vous ai vu dodeliner, monsieur Cyr. Vous qui êtes président d'université. Oui, nous. Qu'est-ce qui vous fait dodeliner de la tête? Nous, on est hors la loi depuis 10 ans, donc voilà, j'ai commencé à m'habituer. Pour une raison simple et qui n'est pas du tout la raison mise en avant dans ce débat, malheureusement, parce que le débat est complètement biaisé par de fausses raisons. Le vrai problème que nous avons, c'est celui de la place de la culture française et le rayonnement de la culture française à travers sa recherche. Et notre problème, c'est pas tant d'attirer des étudiants étrangers qui viendraient apprendre l'anglais en France. Évidemment que c'est pas ça la question. Ça n'a jamais été ça la question. Notre problème, c'est que le niveau de nos équipes de recherche soit le meilleur possible pour que la France ne décroche pas de la recherche. Et ça passe par la langue anglaise. Évidemment, puisque la langue de travail mondiale dans les domaines scientifiques, c'est l'anglais. Alors à une époque, c'était le latin. Au XVIIIe siècle, ça a été le français pendant à peu près 100 ans. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc moi, je suis pragmatique. On a besoin de préparer nos chercheurs, particulièrement nos jeunes chercheurs, à rentrer dans des réseaux de recherche. Donc il faut qu'ils apprennent la langue qui leur permettra de communiquer avec leurs collègues étrangers. Premier point. Et deuxième point, dans ces réseaux, il faut organiser une mobilité. On a besoin de faire venir en France des chercheurs de bon niveau parce que c'est la condition pour envoyer les nôtres. Donc dans les réseaux, il faut une perméabilité. Et évidemment que si rien n'est fait en anglais, les chercheurs étrangers ne viendront pas chez nous. Donc il faut leur permettre de travailler dans une langue qu'ils maîtrisent, qui est une langue véhiculaire, qui est une langue internationale. Ça sera peut-être le chinois. Ça vaut pour votre matière, l'économie? Bien sûr, surtout en économie. Mais je dirais en médecine, aucun colloque ne se fait autrement qu'en anglais en médecine. En maths, en physique, à peu près dans tous les grands domaines scientifiques, c'est la même chose. Et je vais même plus loin, même en droit, qui est un domaine où la langue française est particulièrement importante, la langue nationale, parce que le droit, c'est des subtilités de langage. Mais le problème, c'est que moi, j'ai 12 diplômes avec les universités européennes, qui sont des doubles diplômes, où je reçois des étudiants et je les envoie. Et notre problème, c'est de créer des juristes européens pour demain. Et si on veut faire ça, il faut bien qu'il y ait une langue commune. Ça, c'est un argument, alors, recevable quand même. Non, ce n'est pas du tout un argument recevable parce que... Parlez-vous. Oui, ça n'est pas un argument... pas me mêler de votre histoire. Ça n'est pas un argument recevable. D'abord parce qu'on fait comme si une langue était un outil technique neutre. Non, une langue, ça véhicule une vision du monde, une Weltanschauung, dit-on en allemand. Ça véhicule un mode de pensée. Ça contraint la pensée. Et si on force des chercheurs français dont la langue maternelle est le français, à s'exprimer en anglais, ils vont d'abord et avant tout consacrer leurs neurones à parler l'anglais plutôt qu'à chercher. J'ajoute que nous ne disons pas la même chose selon les langues. J'ajoute d'ailleurs au passage qu'il y a des expériences qui ont lieu dans le reste du monde. Par exemple, en Allemagne, où on est passé très largement au tout américain, il y a un relevé de conclusion de la conférence des recteurs d'université allemande du 22 novembre 2011, que je donnerai d'ailleurs à Monsieur le Président d'université, qui dit « L'utilisation dans la recherche en Allemagne de plus en plus fréquente et obligatoire de l'anglais peut restreindre l'effectivité et l'efficience au travail des chercheuses et chercheurs. En même temps, la prise en compte insuffisante de publications non anglophones conduit à des distorsions de concurrence indésirables. Cela signifie qu'en fait, une langue unique véhicule une pensée unique et une recherche unique. Ah, ça aussi, c'est convaincant, monsieur. Non, ce sont des propos totalement excessifs, évidemment. Ce sont l'ensemble des recteurs d'universités allemands. Attendez, l'ensemble peut-être, mais on peut faire un sondage si vous voulez. Mais la question n'est pas celle-là. La question en réalité, c'est bien évidemment qu'on conceptualise dans notre langue maternelle. Le problème, c'est ensuite de partager avec nos collègues étrangers le résultat de nos travaux. La recherche, c'est pas quelque chose qui fonctionne de façon isolée, ça fonctionne sur des réseaux. Et ces réseaux, il faut qu'on ait une langue commune. Alors, moi, je veux bien qu'on revienne au latin, mais on a eu une langue commune en Europe pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est l'anglais, dont acte, soyons pragmatiques et maîtrisons du mieux possible et préparons-nous à maîtriser cette langue, non pas pour conceptualiser, mais pour véhiculer ce qui est différent.
Allez-y, et puis Non, on va ouvrir à... Encore une fois, on va encore une commencer fois, non, par il y ouvrir a- avec Calixte, parce que je la vois qui fume. Ouais, il y a derrière cela des arrière-pensées de nature géopolitique. Ah, Je c'est donnerai le- c'est le grand je complot, donnerai au ça. président de l'université, vous savez ce que viennent de décider les Chinois. C'est une dépêche de l'agence Xinhua. Les Chinois viennent de descendre... Non, parce que, alors, ce que vous avez d'extraordinaire, c'est que vous menez ce combat-là, mais vous êtes parfaitement polyglotte. Mais parce que Vous parlez chinois, vous parlez japonais surtout. Voilà, Non, mais pour une raison très simple, c'est que nous devons favoriser l'apprentissage des langues étrangères. Là, nous sommes en train de céder un point fondamental aux anglo-saxons, d'ailleurs sans aucune réciprocité. Parce que s'il y en a qui ne parlent pas un seul mot de langues étrangères, ce sont bien les américanouillards, ce sont les gens aux États-Unis qui ne font jamais le moindre effort. Je suis désolé, vous m'avez interrompu. Les 27 principales universités chinoises, à commencer par l'université de Tsinghua de Pékin, viennent de décider que désormais les épreuves d'anglais ne seront plus obligatoires pour l'apprentissage. Nankar Belay, on dirait chez moi, Nankar Belay, vous allez... Franchement, cette fois-ci, je vais un peu monopoliser la parole. Ça ne m'arrive pas souvent. Non, ça ne m'arrive pas souvent. Je pense qu'une langue porte en elle la souveraineté d'un État. Je suis désolé. Il s'agit d'un renoncement. Il s'agit d'une manière aussi de déclarer forfait. Le 3e millénaire que nous vivons aujourd'hui... Je peux juste vous couper 2 secondes. Massescaron a trouvé une très bonne blague. Baisser le frog. Oui, oui, mais c'est Baisser son frog. il a absolument raison. Je veux dire que le 3e millénaire, la guerre ne sera pas une guerre économique, contrairement à ce que vous pensez, mais une guerre culturelle et cultuelle. Or, vous nous dites déjà que vous avez déjà abandonné. Allons-nous courir derrière les Chinois? Peut-être que la langue chinoise sera la plus importante demain. L'Afrique est le continent. Rien abandonné, Non, mais laissez-moi finir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous m'avez trompé, messieurs. Je vous dis quelque chose. Il y a 300 millions de francophones qui ont cru que le français était la langue de demain, qui ont appris cette langue-là. Aujourd'hui, vous leur dites qu'il faut, vous allez parler en anglais. Mais dans ce cas, nous commençons tous à apprendre à nos enfants en anglais. Pourquoi encore parler le français? Moi, personnellement, je ne suis pas française. Je ne parle pas le français parce que j'ai été obligée. Je suis dans une famille où il y a aussi bien les anglophones que des francophones. Moi, j'ai choisi le français. J'ai enseigné à Harvard et j'ai choisi de vivre en France. Parce que justement, là-bas, ils ne veulent pas. Et j'ai enseigné qu'en français. Donc, vous êtes en train de me dire que je me suis trompé pendant 30 ans dans ma vie, que tous mes choix ont été de mauvais choix, parce qu'il faut abandonner le français, il faut abandonner la langue administrative qu'est le français, il faut tout abandonner, mais vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Non, mais vous nous avez mis un coup de couteau dans le dos. Arrêtez. Ce pays manque de vision. Ce pays manque d'un De Gaulle. Ce pays manque d'un grand homme qui va nous donner une direction. Quand il y a l'orage dans la maison, monsieur. Voyez, quand il y a de l'orage dans la maison, monsieur. Quand il pleut, quand il fait de l'orage, on ferme ses fenêtres, on ne laisse on ferme le robinet 2 secondes, Calixte. C'est affectif, hein. Oui, je vois que c'est très affectif. Mais attendez, entendons-nous bien. Moi, je suis un fervent convaincu de la défense de la culture française. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la recherche, si on ne veut pas que notre pays perde pied, perde rang en recherche, et Dieu sait qu'on est, il faut qu'on s'intègre dans les réseaux internationaux. Et donc, il faut qu'on ait une langue véhiculaire. Mais ce n'est pas ce que disent les Chinois. J'aurais aimé que ça soit les Allemands. Mais peut-être. C'est pas ce que disent les Chinois, et les Japonais, et le Swahili alors. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de décider? Est-ce que je peux finir? Vous nous avez dit que nous l'avons perdu. Non. Laissez répondre, Bruno. Mais donc, si je veux que ces réseaux fonctionnent, je dois accueillir des étrangers en France pour qu'ils viennent travailler avec nous, et nous devons envoyer nos étudiants et nos chercheurs dans les laboratoires des autres pays. Et le problème, c'est que quand j'accueille un Américain ou un Asiatique en France, comment est-ce que je vais obliger de lui qui parle français? Réponse non. Donc si je l'oblige à faire ça, il ne viendra pas. Et finalement, tout le monde sera perdant. Donc moi, c'est la seule chose que je dis. C'est pragmatique. Et c'est pragmatique. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que Michel Serres, pour lequel j'ai la plus grande estime, mais il est allé enseigner à Harvard, donc, en français, pas Harvard, et grand sage. À Princeton. Il est allé enseigner à Princeton en langue française. Donc je ne vois pas si les Américains acceptent que Michel Serres vienne enseigner dans sa langue aux États-Unis. Pourquoi nous n'acceptons pas que des Américains vont c'est pas la même chose, parce que là, il y a vraiment confusion, vous savez très bien d'ailleurs. Comme vous êtes honnête homme, vous le savez très bien. C'est-à-dire que lorsqu'on enseigne, c'est ce qu'on appelle un cours magistral, c'est ce qu'il a fait. C'est pas l'enseignement. Si on revient maintenant au texte même, au texte de la loi Fioraso, elle ne parle pas de cours magistraux, je suis désolé. Elle parle pas. Non, elle parle pas. Non, elle parle tout simplement
Parce que j'entends bien ce que vous dites sur la recherche. Et c'est vrai que sur la recherche, il y a un problème. C'est-à-dire il faut que les personnes qui sont dans la recherche, pas simplement d'ailleurs les sciences dures, mais aussi les sciences humaines, puissent communiquer. Parce qu'il faut qu'ils puissent tout simplement traduire. C'est obligé, c'est même obligé aujourd'hui. Mais c'est pas déjà le cas aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Mais ça se fait aujourd'hui. Mais ça, c'est une chose. C'est une première chose. Il y a un élément sur lequel vous n'avez pas répondu. Et ce n'est pas du tout d'ailleurs ce que prévoit la loi Furaso, parce que j'ai lu cette loi et très franchement, elle est tellement floue qu'en effet, malheureusement, monsieur a raison, on peut y mettre n'importe quoi. Il y a plusieurs éléments. Le premier, auquel finalement on n'a pas répondu, ce que disait monsieur, c'est que comment expliquer aux personnes qui viennent à l'étranger dans les lycées français, qui vont apprendre le français, comment leur expliquer que lorsqu'ils vont arriver en France, finalement, c'est ballot. On ne va pas enseigner en français, mais en anglais. C'est quand même dommage. Ah, oui. Monsieur n'a pas tort non plus, parce que quitte à choisir, très franchement, si c'est une question d'attractivité, vous-même vous avez dit que ce n'était pas une question d'attractivité, parce que vous êtes de bonne foi. Si c'est une question d'attractivité, ils iront en effet plutôt au Canada anglophone, ou à Londres, ou en effet dans les grandes universités américaines. Maintenant, en plus, le deuxième élément qui m'ennuie, et qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est ce qui se passe en effet, le lièvre qu'a levé monsieur, c'est-à-dire ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Chine, et ce sont d'autres débats ailleurs, en Espagne notamment. Pourquoi? Parce que finalement, quand on va aujourd'hui aux États-Unis, eh bien, vous vous rendez compte quoi? Vous vous rendez compte que dans les universités américaines, l'enseignement de l'anglais, du globish, pas de l'anglais, du globish. Dans le globish, c'est cet anglais mondialisé. Et alors, on veut faire passer pour quelque chose de scientifique le globish. Il y a un problème. Parce que soit vous êtes dans la science et que vous êtes dans la précision, soit vous êtes dans le globish et vous êtes dans l'évaluation. Ce sont quand même deux domaines différents. Le globish est un anglais dégradé. C'est un anglais dégradé, c'est une sorte de sabir. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les universités américaines même, vous voyez apparaître pourquoi? Vous voyez apparaître ce qui sera la langue de demain, peut-être, et qui ne sera pas l'anglais. Ce sera l'espagnol. Ouais. Mais ce sera l'espagnol. Alors vous allez dire quoi? Ah non, attention, on refait demi-tour. Dans 10 ans, excusez-nous, on s'est trompé, ce ne sera pas ça, ce sera à l'espagnol. Vous savez quoi? Ça me fait penser, c'est une image qui va plaire à Caïs Velaya, ça me fait penser à ces gens, par exemple, du Fonds monétaire international, ou alors ces personnes qui disent, pour un certain nombre de pays, finalement, vous voyez, vous allez faire du soja, ah puis non, vous n'allez plus faire du soja, vous allez faire du riz. Mais en attendant, la plaine, elle est sèche. Ouais. Monsieur Asselineau et ensuite je voudrais personnellement dire à quel point je suis d'accord avec l'intervention de Calixte. Ça, on a vu. Non, mais parce qu'elle a et elle a raison de parler de trahison. J'ai écrit au Premier ministre français et à Monsieur Abdou Diouf, qui est ancien président du Sénégal et secrétaire général de la francophonie. Je lui ai dit que nous avons réussi déjà, sans aucune médiatisation, à avoir plus de 11 000 signatures venant de 73 États. J'ai reçu coup sur coup une lettre du Premier ministre qui n'a même pas été signée par son directeur de cabinet, qui n'a même pas été signée par son chef de cabinet, qui a été signée par le chef adjoint de cabinet. C'est une lettre de fin de non-recevoir. Monsieur Hérault est trop occupé, on se demande bien à quoi d'ailleurs. Monsieur Hérault est trop occupé pour vous recevoir. Monsieur Hérault est trop occupé pour vous recevoir. Envoyez-nous, cause toujours, ça m'intéresse. J'ai reçu en revanche une lettre de Monsieur Abdou Diouf qui est signée, qui est une lettre de cet Africain qui me dit que vous avez parfaitement raison de faire ceci, qui me dit sachez que la francophonie suit l'évolution de ce dossier avec beaucoup d'attention et qu'elle se réjouit de ce que plusieurs voix se soient élevées pour faire valoir les risques soulevés par ce projet de loi. En vous remerciant pour votre vigilance et votre engagement pour notre langue commune, je vous prie d'agréer les assurances. Vous savez très bien que le problème, c'est la francophonie. C'est-à-dire nous n'en serions pas là s'il n'y avait pas la francophonie. C'est-à-dire cette francophonie qui aujourd'hui ne sert à rien. Allez, attendez. Il faut qu'on avance. Attendez, il a joint. Cette francophonie, monsieur, cette francophonie. Vous ne manquez pas de soutien pour l'instant, donc. Cette francophonie qui est un fromage, je le dis, qui est un fromage institutionnel, n'est-ce pas, pour les politiques en mal de devenir, qui cherchent une maison de retraite. Voilà. Bon, allez, Guillaume Perrault, allez, on fait tourner parce que. C'est un débat très affectif. D'autant que je pense qu'il va être d'accord avec vous. C'est un débat très affectif, tout le monde le constate. Pourquoi? Parce qu'une langue n'est pas seulement un instrument de communication, vous l'avez dit madame, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre culture, et n'y voyez rien de personnel, mais il y a un certain snobisme anti-français, anti-langue française, chez une partie de nos décideurs publics, si monsieur, je l'ai constaté. Je vais vous donner un exemple très précis. À Sciences Po, il y a 2 ans ou 3 ans à peu près,
la direction prend la décision d'accueillir le chef de l'armée américaine qui vient faire un topo aux étudiants pour leur expliquer à quel point les États-Unis sont en train de maîtriser la situation en Afghanistan. Dans le grand amphi, Émile Boutmy, il s'exprime en anglais, la direction l'accueille en anglais, les étudiants français à Sciences Po, les cadres de l'avenir, lui répondent en anglais, rien n'est traduit. Pas un mot de français de quiconque. Dans ces étudiants français de Sciences Po qui ont écouté très poliment ce haut responsable américain, vous pouvez être certain qu'il y avait de nombreux francophones certainement amers de voir à quel point le français était délaissé par les gens qui ont mission de le représenter, de le promouvoir. Je trouve ça très attristant. Voilà. Je suis désolé, je ne sais pas ce que Rost va dire dans 2 secondes. Mais... de dire une chose. Je pense que le combat pour la langue française, pour la culture française est plus que légitime. J'y adhère à 200%. Mais vous vous trompez de champ de bataille. Le champ de bataille, ce n'est pas la recherche, ce n'est pas l'université, ce n'est pas les préparations des étudiants à rentrer dans un monde globalisé. Le champ de bataille, c'est les lycées français à l'étranger, c'est là qu'il faut mettre des moyens. C'est l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui agit pour développer des implantations d'universités francophones à l'étranger. C'est de créer un Erasmus de la francophonie. C'est de créer un Erasmus. Et puis alors le champ de bataille, c'est l'Académie française qui devrait nous proposer des traductions des concepts nouveaux où on a des mots anglais, on n'a pas encore de mots français. Il ne faut pas se réveiller avec 6 ans de retard parce que sinon les habitudes sont prises. C'est les collèges et les lycées où il faut enseigner le français correctement. C'est là les vrais champs de bataille. L'université, c'est le mauvais combat. Nous devons, 1, préparer nos étudiants à la recherche pour ne pas perdre pied. 2, préparer nos étudiants à rentrer dans des entreprises internationales. C'est pas comme ça qu'on nous a vendu le projet de loi. On nous a pas vendu le projet de loi ne dit pas ce que vous dites. Non, le projet de loi ne dit pas ce que vous dites. Le projet de loi ne dit rien que nous pourrons faire de l'enseignement en anglais. C'est parce que ça, c'est important. Je précise une chose, je finis. Vous prenez une entreprise européenne comme Airbus. Si vous ne maîtrisez pas parfaitement une langue de spécialité, si vous êtes ingénieur, si vous êtes économiste, si vous êtes juriste, il vous faut maîtriser cette langue-là, vous n'avez aucune chance, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, de rentrer chez Airbus. Donc c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 nationalités. Faut-il avoir des cours en anglais pour maîtriser l'anglais? Il faut avoir des cours en anglais, oui, parce que par exemple, c'est la seule façon de faire. Si vous voyez, on ne peut pas donner des cours d'anglais faits par des gens qui ne connaissent pas la spécialité. Donc il faut que ce soit des juristes. Ross s'est pas exprimé encore. En fait, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui, mais c'est vrai que la majorité, je suis plutôt d'accord avec Monsieur Asselineau. Le vrai débat, il est l'enseignement. Effectivement, on a le monde qui évolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, les échanges se font, qu'on le veuille ou non, en anglais. Et une langue qui prend aussi le dessus, c'est le chinois. On le sait très bien. Donc aujourd'hui, comment on fait pour former nos enfants à affronter ce monde et à s'adapter? Et donc, il est important qu'à chaque époque, on s'adapte. Et c'est d'où l'importance d'introduire dès le primaire. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses avec lesquelles, dès le primaire, moi je pense que le travail doit se faire plutôt dès le primaire, où on enseigne et l'anglais, en anglais et aussi en français. Ce qui permet déjà aux gamins de développer leur flexibilité cognitive et en même temps de se préparer pour affronter ce monde. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Michel Godet, qui interviendra tout à l'heure dans un débat sur les retraites. Mais il est comme vous, il est professeur d'économie, lui au Conservatoire national des arts et métiers. J'étais en train de dire à mon collègue, essayer de lui glisser une petite idée, c'est que moi je crois qu'effectivement il faut garder sa langue maternelle comme langue de pensée, de construction de la pensée. Je reviens d'une mission en Chine, mon livre sur la prospective a été traduit en 7 langues, mais quand je m'exprime dans un pays comme la Chine ou le Brésil ou la Colombie, je préfère être traduit du français, parce que si je le dis en anglais, je peux le faire, mais je perds les 2/3 de ce que j'ai à dire, en termes de richesse de concept. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas native, comme on dit, donc il y a des choses qui m'échappent. Quand je fais des conférences internationales, le globish que je parle bien, finalement, fait que les seuls qu'on ne comprend pas, c'est les Anglais, les Britanniques, absolument, parce qu'ils ont un anglais trop riche que personne ne comprend. Donc finalement, c'est une chance pour les Français que de ne pas être le globish, que de ne pas être créole. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la loi. Mais le problème qu'on a en français, qu'on n'a pas évoqué, qui est implicitement derrière tout ça, c'est que chez nous, ceux qui viennent, ou ceux qui sont en France, qui ont fait 7 ans d'anglais, ils savent pas parler anglais. Parce que les profs d'anglais, ils maîtrisent pas l'anglais. Ils parlent de l'anglais du XVIe siècle et pas de l'anglais d'aujourd'hui. Donc, il faut faire enseigner l'anglais en France par des gens qui sont des natives, puisqu'on a l'Europe.
Et puis ensuite, on n'aurait pas de problème pour que nos chercheurs s'expriment suffisamment dans cet anglais dégradé pour communiquer, mais pas pour penser. Allez, dernière intervention, monsieur Asselineau, et puis... Oui, non mais attendez, on parle de choses, il faudrait si... Moi, je parle de ce qui existe, c'est-à-dire une loi qui est en train d'autoriser que l'on en fasse tous les enseignements en anglais en France à des étudiants. Il n'y a aucune... Tout est flou. Ça veut dire qu'accessoirement, on pourra avoir des étudiants, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans certaines écoles de commerce, des étudiants français qui apprennent la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la finance, le droit des affaires, le droit privé, etc., qui apprennent tout ça en anglais et plus de cours en français. Au passage, c'est ce qui se passe dans pas mal à l'Institut d'études politiques ou c'est ce qui se passe dans un certain nombre d'écoles de commerce. Oui. Mais et depuis 10 ans. Mais si c'était efficace, on aurait dû assister à une augmentation, par exemple, de notre commerce extérieur. Or, nous avons dégagé les plus forts déficits commerciaux de toute l'histoire depuis Vercingétorix. C'est pas tellement lié à la langue. C'est pas lié qu'à la langue. C'est pas lié qu'à la langue. Non, mais attendez, c'est très... Argument de petite mauvaise foi. Argument très fort, parce que ça veut dire qu'on nous sort un argument de pseudo-efficacité, alors qu'on constate que plus les élites sont formées en anglo-américain, et plus la France perd du terrain dans le monde parce que, comme le disait Calixte, je citerai Charles de Gaulle, comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même ?